Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Z de Paris, Porte Champéret pour une nouvelle interview avec l'auteur de l'énergiologie. Pas simple à prononcer, hein, Jean-Michel. Oui, c'est pas simple, mais ça indique bien ce que ça veut dire. Ouais. C'est une thérapie énergétique, une thérapie de l'être vivant, une thérapie de l'humain qui se base sur la circulation énergétique de vie dans tout ce qui existe, dans tout ce qui est manifesté. Ouais. Tout ce qui est manifesté a de l'énergie qui pulse. Et en énergiologie, on a la capacité de voir cette énergie circuler. Si cette énergie circule convenablement, de façon organisée, on peut dire que l'objet ou l'humain ou la manifestation est en bonne santé, en bonne vie. Et s'il y a des défauts de circulation, c'est qu'il y a un mal-être, que ce soit dans un arbre, un animal ou un être humain. Donc comme le chi, on parle de chi ici, on parle de... Chi, on ne parle pas de chi, on parle de l'énergie de vie qui est en tout ce qui est manifesté. La différence avec le chi ou le ki? L'énergie vitale? On l'appelle l'énergie vitale, moi j'appelle ça l'énergie de vie. On va dire que ça se recoupe, hein. C'est des différences de nom, mais... Oui. Comment as-tu découvert ça? Parce que... On voit cette énergie. Ouais. C'est une vision, comme on a une vision les yeux ouverts, Ouais. les yeux fermés, on voit l'énergie se manifester et circuler. Alors avant d'en parler un petit peu plus et comment ça se passe concrètement la séance, j'ai envie de savoir un petit peu plus ce qui t'a emmené vers ça parce que je lisais ça, tu étais dans l'éducation physique, après ostéopathe et ensuite qu'est-ce qui t'a guidé? Parce que pas mal d'ostéopathes semblent attirés par cette énergie et à un moment bifurquer vers quelque chose d'autre. Oui, mais les ostéopathes ont un blocage par rapport à cette vision qui est un lâcher-prise intérieur, par rapport à la connaissance ou par rapport à une technique. Et effectivement, j'étais prof de gym, ensuite j'étais ostéopathe et je me suis aperçu en ostéopathie très fluidique, très, très sensible, je me suis aperçu que j'y voyais les yeux fermés. Et j'ai développé ça en étant ostéopathe et j'ai proposé ça au registre des ostéopathes de France, ils n'en ont pas voulu. Alors j'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais fonder ma propre thérapie. Et donc pendant des années, j'ai travaillé intérieurement par rapport à mes patients. Et j'ai donc développé on va dire par une aide intérieure. Je n'ai pas fait ça tout seul, c'est un enseignement intérieur. Qu'est-ce que tu appelles enseignement intérieur? Enseignement intérieur, c'est que cette connaissance m'a été donnée petit à petit, m'est toujours donnée d'ailleurs. Et je me suis aperçu il y a des années de ça, que quand j'étais en position tranquille et relaxée, c'était comme un enseignement qui venait à moi, à l'intérieur. Et dès que j'étais agité, cet enseignement était coupé. Et donc j'ai travaillé ce qu'on appelle la relaxation, la méditation. Tous les jours, régulièrement? Tous les jours pour être disponible à cet enseignement-là. Ouais. Et c'est fabuleux. Et tu l'entends, tu le vois, comment ça se passe? Non, ça se met en ordre, ça s'organise à l'intérieur de moi, dans mon mental et dans mon intellect, dans ma conscience d'être. Voilà. Il y a en même temps un processus d'évolution qui se fait vers la connaissance de ce que l'on est, de ce que je suis, de ce que l'on est, vers la connaissance de la conscience et du divin. Et de l'autre côté, c'est une technique d'approche des individus pour les aider à les soigner, à les guérir et à les remettre en état de mieux-être. C'est vraiment une co-création avec cette énergie qui se passe? C'est une co-création avec cette énergie qui est ensuite devenue une création simple et nette quand ma personne s'est effacée. Et voilà. Quand tout s'efface, après ça devient simplement une révélation intérieure et tout se fait comme ça doit se faire. Donc c'est ce que toi tu as dû vivre et c'est finalement ce que tu transmets ou ce que tu souhaites pour les êtres humains, c'est qu'ils puissent naturellement ne plus être un frein à leur propre évolution. C'est ça, mais pour l'instant ils doivent vivre dans la dualité parce que cette dualité leur montre qui ils sont dans l'autre. Et cette dualité est dans leur capacité à être et à agir. Et pour avoir des idées de l'unicité, du un, il faut avoir un retour sur soi, un changement de conscience et un changement de vision. Et ça ne peut s'acquérir qu'avec une compréhension. On va vers la connaissance avec une compréhension. S'il n'y a pas la compréhension, ça sera difficile d'acquérir une connaissance comme ça intuitivement. Ça ne peut pas rentrer spontanément comme ça. Dis-nous pour toi comment la maladie se forme alors. Quel est le rôle finalement de la maladie dans cette évolution? La maladie, elle va nous retenir dans cette dualité, dans cette conscience,
c'est comme une invitation à être, c'est comme une invitation à devenir autre chose. Et tout serait parfait sur Terre, on n'aurait aucune question à se poser. Et on vivrait, on serait même peut-être des feignants d'ailleurs. Alors que là, on est tout le temps dans le problème, dans la contradiction, on est dans les contrariétés, on est dans la souffrance. Et certains, pas tout le monde, mais certains arrivent à se poser la question en disant mais qui est-ce que je suis pour souffrir ainsi et qu'est-ce que peut m'apporter la souffrance? Et la majorité des gens... Il y a une souffrance de la souffrance. Il y a une souffrance de la souffrance, il y a une connaissance de la souffrance, il y a une conscience de la souffrance. Et une complaisance de la souffrance. Une complaisance, même une bienveillance, ouais. Une grande bienveillance avec beaucoup d'amour de la souffrance qui nous est donnée pour arriver à réagir intérieurement et à voir au-delà de ce que l'on voit à l'extérieur et de se pencher un peu sur nous à l'intérieur et avoir notre propre recherche, la recherche intérieure, quoi. C'est toute une maladie, un cancer par exemple, qu'est-ce qu'il indique? C'est pas le cancer en particulier, toutes les maladies sont intéressantes. Et en énergéologie, on démontre que l'on est fait de dizaines, voire de centaines de corps subtils, à l'intérieur de nous qui sont édifiés à l'intérieur de notre bâtiment qui est le corps physique. Voilà. Et tous ces corps subtils qui vont de l'être du corps le plus grossier, c'est-à-dire le corps physique, au plan de l'être le plus spirituel, tout ça c'est à l'intérieur de notre carcasse. Et ce sont tout un tas de plans extrêmement sensibles, plus sensibles que le corps physique. Et quand on a, nous, êtres humains, quand on a un corps, un de ces plans-là qui se décale un peu, il y a la notion de maladie qui entre en jeu. Et pourquoi il se décale alors? Il se décale parce qu'il y a eu un problème émotionnel ou il y a un traumatisme physique, des accidents, des décès, des dépressions, et ces corps se décalent. Et quand ils se décalent et qu'ils se répètent dans le décalage, ils deviennent soit anxiogènes, soit pré-maladifs, soit carrément des cellules qui s'inversent. Un groupe de cellules de tissu qui qui deviennent vivants par eux-mêmes et ça déclenche le cancer. Et tout cela, toutes les maladies ont une cause. Et nous, en énergéologie, ce qui nous intéresse en premier, c'est de trouver la cause des problèmes. Non seulement physique, parce que dans la séance, tu m'as révélé quelque chose sur mes vies passées. Donc comment peut-on lire comme ça? Parle-nous un peu de cette lecture. La lecture énergéologique est une lecture ouverte, c'est-à-dire que on part sans compétence, sans technique, on s'assoit, on ouvre le regard intérieur et on essaie de capter ce que... C'est le troisième œil au départ, et puis après c'est le corps tout entier, c'est un plan de vie, un plan de vision, et on essaie de capter tout ce que l'être sur la table nous présente. Et le patient cherche, inconsciemment bien sûr, à nous présenter tout ce qu'il est possible de nous présenter pour nous aider. S'il est prêt, donc seulement si... Non, tous les patients, tous les êtres sur Terre cherchent quelqu'un pour les soigner, parce qu'il sait qu'en passant par le soin, il ira mieux après, donc il pourra rebondir vers une recherche intérieure ou une recherche spirituelle. Et donc nous, on est ouvert à ce genre d'incidents ou d'accidents ou de maladies. Et donc on reçoit du patient tout ce qu'il est capable de nous donner pour nous servir de lien, pour le soigner. Donc là, c'est pas du verbal. Là, on ne parle pas de quelque chose de l'information avant, on est dans la vision. On est dans la vision. C'est un ressenti, comment ça se présente pour vous? C'est une vision. Donc je vois les yeux ouverts, moi je vois les yeux fermés. Et je vois les yeux fermés, tout ce qui est subtil. Voilà. Tout ce qui est subtil chez l'être humain, mais sur Terre, dans les animaux, les tableaux, les sculptures, etc. Et pourquoi tu vois ça en sphères? Parce qu'on entend parler des chakras, et pourquoi ces 4 sphères qu'on voit dans ton livre? Pourquoi tu les différencies? Voilà, il y a les chakras, il y a les sphères, mais il y a des dizaines de plans intermédiaires entre l'être grossier, l'être humain, et l'être spirituel, ce qu'on appelle l'être subtil. Il y a tout un tas de plans. Il y a des dizaines de plans. Et nous, on a mis une petite catégorie là-dessus. On a un peu structuré en disant, on va voir l'être physique, on va voir la présence, qui est une présence d'une haute intensité vibratoire. On va voir un peu plus dense le corps global, qui épouse à peu près la forme du corps, mais qui n'est pas tout à fait la forme du corps. Et puis, si on regarde un peu plus dans la densité, il y a 4 sphères
4 sphères dans lesquelles sont contenus les organes énergétiques qui contiennent eux-mêmes les organes physiques. Donc tout ça, lorsqu'il y a un problème émotionnel ou un problème physique d'accident, de chute, ça se décale. Et au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelques années, les décalages entraînent en surface des problèmes physiques, ce qu'on appelle les maladies. Mais c'est là où on panique. C'est là où on panique. Mais les causes sont profondes, sont toujours profondes. Et on a eu des signes avant. Et on a eu toujours des signes avant. On a des signes qui vont marquer nos problèmes, qui vont marquer nos décalages, qui vont marquer nos souffrances. Et tous ces signes-là sont des appels, sont des invitations à changer, à voir le monde différemment, à voir la santé différemment, la souffrance différemment. Mais à chaque fois, on va chercher un thérapeute, un médecin, etc., qui correspond un peu à ce que l'on est intérieurement, tu comprends? On ne va pas aller chercher un mage indien au bout de la terre parce qu'on a une grippe. Mais quelque part, oui, quelque part, ça serait intéressant que même sur une grippe, même sur un rhume, on aille chercher quelqu'un qui a la volonté de trouver la cause du problème. Parce que même un rhume, il a souvent, les répétitions de rhume, ils ont des causes très profondes. Il y a des causes congénitales qui sont liées à la naissance, mais il y a souvent des causes qui viennent pas de vie antérieure, parce que ce mot-là ne m'intéresse pas, mais de mémoires antérieures. Et qu'est-ce qu'on en fait du conscient, de l'inconscient, du fait de ne pas peut-être comprendre même rationnellement ce qui se passe? Et dans le coup, est-ce que ça ne pourrait pas revenir parce qu'il n'y a pas une intégration complète à tout niveau? En réalité, si on regarde un peu de haut, il n'y a pas de subconscient, d'inconscient, de supraconscient. Il y a juste une conscience. Il y a juste une conscience terrestre, planétaire, universelle. Et cette conscience qu'on appelle Dieu, c'est un être vivant. Et on fait tous partie de cet être vivant. C'est comme une grille énergétique. C'est une grille alors volumique. C'est-à-dire c'est tout l'univers est cela. Tout l'univers est cela. Et nous avons cet univers en nous. Et nous avons, oui, le micro et le macro, c'est la même chose. On a cet univers en nous. Et par rapport à la conscience que tu disais tout à l'heure, l'être humain, lui, il a sa conscience de vie qui est pour lui ajusté, organisé, et qu'il possède de la naissance. Et puis il y a ce qui apparaît de temps en temps qu'on appelle l'infraconscient ou le subconscient ou l'inconscient. Mais en réalité, c'est la conscience qui n'est pas totalement développée, qui n'est pas totalement révélée à l'intérieur de l'être humain. Mais c'est possible. C'est possible de laisser cette conscience se révéler et pas chercher à la révéler. C'est là toute la différence. C'est toute la différence. D'où la méditation. D'où la méditation, mais une méditation qui n'est pas intentionnelle. C'est une méditation qui se laisse porter, qui se lâche prise. Très différent de ce qu'on nous a enseigné en grandissant, avec toutes ces règles, ces choses à faire. Il n'y a pas de méthode. Voilà. Il y a encore des traditions, il y a encore des religions, il y a encore des méditants qui font appel au rituel, à l'organisation, à l'intention. Mais l'intention va développer la personne. Alors que nous, on essaie en énergéologie, on essaie de faire que la personne s'efface pour révéler cette conscience d'être. Et c'est cette conscience d'être qui nous habite et que l'on prend pour la personne. C'est une conscience d'être qui est individuelle ou qui est collective ou qui a une propre résonance et une propre fréquence personnelle avec une mission de vie, ou là on parle de quelque chose qui est connecté à nous? On parle de quelque chose qui est connecté à nous tous. Il n'y a pas une conscience individuelle, il y a l'apparence d'une conscience individuelle, et il y a l'apparence d'une conscience collective, mais en réalité, il y a une seule conscience dans l'existence. Dans l'univers vivant, dans l'être vivant, il n'y a qu'une conscience qui est, comme on l'a lu quelquefois quelque part, omniprésente, omnisciente et omnipotente. Et nous, on doit cette omniscience, nous, on se l'accapare parce qu'on est un bout de cette omniscience. Ouais. On est une goutte d'eau de cet océan. On est une goutte d'eau et on se la personnalise. Ouais. On se la personnalise parce qu'on a les cheveux blancs, parce qu'on a une moustache, parce qu'on a des chaussures, parce qu'on a un prénom qui est différent. Mais ce qu'on arrive à voir et à contempler en énergéologie, c'est justement cette identité identique entre tous les êtres. On a la même source. Et cette même source, on y a accès. Ce n'est pas une source qui est la même que celle du voisin, c'est cette source et cela, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et cette source, elle se démultiplie à travers des expressions qu'elle anime, qu'elle crée elle-même. Et chaque expression se prend pour quelqu'un jusqu'à ce qu'elle dise non, je ne suis pas quelqu'un, je suis le tout. Ouais.
Donc là, l'ego s'efface, l'âme, où est l'âme dans tout ça? L'ego s'efface, mais l'ego, lui, c'est un extrait conscient de cette conscience de l'absolu. C'est-à-dire c'est une émergence de la conscience d'être, de la conscience de l'absolu, du divin, à l'intérieur de chacun. C'est une émergence. Et on se prend pour cette émergence. Et on nomme et on individualise et on personnalise cette émergence. Mais l'âme, en réalité, est le divin. C'est le tout. Et on pourrait dire que quelque part, on a la même âme, mais une âme légèrement différenciée, parce que l'âme a récolté un certain nombre de mémoires, ce qu'on appelle les mémoires karmiques, qui fait qu'on a un petit bagage existentiel avec nous, qui fait que l'on croit être différent. Mais ça stocke dans le corps. Ça se stocke dans le corps, mais ça vient quand même dans l'être. Dans l'être. Donc il y a l'âme, l'être. Il y a l'âme, l'être, mais l'âme et l'être. L'âme et l'être, l'être est Dieu. Et l'âme est Dieu, et le divin. C'est le divin qui, à travers chacun de ses expressions corporelles, s'exprime en toute simplicité. Tout en gardant cette mémoire individuelle. Tout en ayant récolté des mémoires individuelles. Regarde juste dans le mois qui vient de passer ou dans l'année qui vient de passer, on est tous engrammés de cette... oui, mais des vies passées aussi. Des vies passées dans l'apparence. Parce que la vie que l'on mène ici et les vies passées, c'est l'apparence de la vie de la dualité. En réalité, dans l'unicité, dans l'unité, il n'y a pas de vie passée. Oui, le passé, présent, futur n'est pas comme ça, mais il se passe en même temps. Oui, il n'y a pas de passé, présent, futur. Il y a juste l'instant présent. Oui. Et l'instant présent, il émerge dans effectivement le présent. Et quand l'instant présent émerge, tout est figé. Plus rien ne bouge du monde apparent, mais tout est actif dans la conscience et dans l'absolu. Et c'est bon ces moments. C'est magnifique de vivre ça, oui. C'est des moments de grâce. C'est des moments de grâce qui sont de plus en plus là. Et on voit dans les êtres qui passent, dans autrui, on voit cette présence qui est l'absolu, pas identifié, mais l'absolu exprimé. Et les gens, on se dit, mais pourquoi ils ne se rendent pas compte de ça? Ils ne se rendent pas compte de ça parce qu'ils sont encore, comme disait Gurdjieff, ils sont encore dans le sommeil. Est-ce qu'il y a pas une affirmation, mais une façon de faire ou quelque chose à faire le matin pour se sentir pour rétablir cette présence ou se sentir connecté malgré le brouhaha, malgré les peurs, malgré... Il n'y a pas à faire quelque chose le matin ou l'après-midi. Il y a juste à être présent à l'intérieur de soi. Il y a ce que nous on appelle en énergéologie, on dit être habité. Et après on dit être centré. Mais il y a juste à être présent dans ce je suis conscient, je suis centré, je suis habité toute la journée. C'est-à-dire que si je te parle, il faut que je sois présent à l'intérieur de moi, comme l'énergéologue à 80 ou 90%. On ne donne que 10% à l'autre. Si tu donnes plus que 10% à l'autre, tu te fais avaler. C'est-à-dire que les gens, ils sont toujours en train d'essayer de grappiller un peu d'énergie, on va dire, un peu plus vibratoire et un peu plus haute que la sienne, qui est en souffrance. Donc c'est plutôt des énergies qui, dans le monde de la dualité, qui tombent dans le négatif, comme on dit. Alors que les gens, ils cherchent l'absolu, ils cherchent le bonheur, ils cherchent l'amour, mais ils essaient de le faire dans un plan de dualité. Alors que, si on regarde bien, il faudrait laisser tomber la dualité, faire un lâcher-prise, mais ça, après on tombe dans la connaissance et la foi. Il faut quand même alimenter sa foi intérieure. Alors on peut l'appeler en Dieu, dans les maîtres, ou dans l'absolu, dans la conscience, dans la nature, dans l'universel. Mais c'est vrai qu'il est bon, ou dans le soleil, il est bon de se raccrocher à quelque chose de plus haut que nous, quelque chose de plus haut que nous qui va nous tirer un peu. Et si on fait confiance dans le plus haut que nous, on aura de plus en plus haut, on aura de plus en plus des vibrations universelles de haute fréquence qui vont venir nous chercher. En disant, là, on se sent guidé. Voilà, tiens, celui-là, il nous intéresse, on va l'aider. On se sent guidé. C'est ce que j'ai été, moi, il y a des années. J'ai senti que j'étais guidé intérieurement, sans reconnaître... Confiance, c'était partie de l'ostéopathie. Sans reconnaître qui me guidait ou quoi que ce soit. C'est une relation... Même pas des peurs quand même à ce moment-là où tu avais la foi, tu savais que c'était le bon moment. Ouais, non, je me suis laissé entraîner d'entrée. Non, moi depuis que je suis petit, je me posais la question, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je me sens pas bien, pas beau, pas intéressant. J'avais pas d'intérêt à vivre sur cette terre.
Et d'ailleurs, je me suis mis dans tout ça parce que j'avais beaucoup de copains qui se suicidaient aussi après 20 ans. Donc, je me dis, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Il faut que je trouve quelque chose qui fait que les gens aient un but dans la vie. Et un but dans la vie qui les sorte d'eux-mêmes et qui les pousse vers l'avant, Voilà. La mission de vie le fait naturellement, non? Pardon? Quand on trouve ce pourquoi on est fait, on a quand même peut-être quelque chose à réaliser. À un moment, c'est révélé à nous quand même. Et là, on se sent poussé, ça pousse derrière. On va dire qu'on est programmé toute une partie de notre vie. On a une programmation de vie, de travail, d'avoir des enfants ou pas, d'avoir la télé, d'avoir de l'argent. Ça, c'est une programmation que l'on ne peut pas changer. C'est le destin? C'est le destin. Il est installé à l'intérieur de nous, on ne peut pas le changer. Mais dans toute cette programmation, dans ce déroulé de vie, on a sans arrêt des petits signes, des petits signaux, ce que j'appelle des invitations, des moments de grâce, comme tu dis, qui nous sont présentés. Et soit on a la capacité de recevoir ces moments de grâce et d'en tirer une expérience, une leçon de vie, soit pas. C'est pour ça qu'on a des accidents, des problèmes, des souffrances. Et ces souffrances, ce même concept, ce même thème de souffrance va revenir, ou ces accidents vont revenir tant que l'on n'a pas saisi. À partir du moment où on saisit, il n'y a plus de raison d'être bousculé par toutes ces méthodes-là. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a des calmes dans notre vie, des tranquillités, des passages où on peut respirer, on peut vivre, on peut sentir la petite joie, le bonheur, on peut aider les gens. On se dit, tiens, mais si je suis comme ça, c'est peut-être que j'ai intégré. Voilà. Et effectivement, on arrive à intégrer de plus en plus, mais chaque individu a ses capacités de recevoir, de comprendre. Et on a l'impression aussi qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a de plus en plus accès à ça et qu'on a de plus en plus envie de recevoir tout ça, enfin, parce que c'est quand même le recevoir. Hein. Alors il y a effectivement de plus en plus de notions vers cette conscience et de recevoir, mais il y a des leurres aussi là-dedans. Du style. Il y a beaucoup de leurres, c'est-à-dire que ce que l'on dit évolution de la conscience, changer de niveau de conscience et l'ascension, c'est un gros leurre. Oui, c'est plutôt une descension. Oui, c'est une désascension. Désascension. C'est un leurre parce que les gens, ils ont cette recherche intrinsèque du bonheur à l'intérieur d'eux, cette recherche de la vérité, cette recherche surtout de la tranquillité d'être et de vivre en paix. Et ça les titille et ça nous titille depuis qu'on est petit et c'est bien. Et c'est bien. Et donc là, cette dualité qui est presque un égrégore de vie, qui voudrait garder cette existence-là, cette notion de vie pour être ces égrégores-là qui brassent le bien, le mal, le négatif et le positif, ils nous dressent des leurres pour qu'on puisse y rester et y vivre. L'histoire de changer de niveau de conscience, d'état de conscience, de niveau vibratoire, d'aller vers le bonheur, vers la paix intérieure, tout ça sont des leurres. Et en général, il faut aller voir qui est le maître, qui est le gourou, qui est l'égrégore, qui est l'énergie de vie qui pousse à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres désincarnés qui voudraient garder un minimum de pouvoir sur Terre ou de liens sur Terre, qui sont beaucoup plus avancés que nous au niveau de la révélation intérieure et qui ont encore cette manne, ce diktat presque sur nous. Et toutes les sectes viennent de là, voire quelques religions, je citerai personne. Et au moment du décès, alors, donc à la naissance, il y a cette présence qui reste jusqu'au décès et puis il y a une transition à ce moment-là. Voilà, à la naissance déjà, on voit la petite présence qui se présente sur le côté droit de la maman. C'est un petit nuage de lumière, effectivement très fin, très délicat. Et même la maman ne sait même pas qu'elle va être enceinte, que la petite présence est déjà là. Et la petite présence qu'on appelle l'âme dans notre Occident, elle pénètre tout doucement à travers les couches subtiles de la maman et jusqu'à se développer parallèlement au petit corps physique du fœtus. Il y a deux petits corps à l'intérieur. À partir du 2-3e mois déjà, elle commence à habiter. Voilà, elle met 2-3 mois à pénétrer dans les couches profondes de la maman, la petite substance subtile, et ensuite elle va se développer parallèlement au corps physique, et c'est elle qui donne l'influence au corps physique pour se développer.
C'est-à-dire si, admettons, il manque un doigt à la petite présence subtile parce qu'il y a des résonances karmiques, etc., le petit corps physique se développera avec un doigt en moins. Et normalement, à la naissance, les deux petits corps, physiques et subtils, et nous, en énergéologie, on voit simplement le corps subtil, les deux petits corps, quelques jours avant la naissance, deviennent un seul et normalement doivent sortir ensemble. Mais comme il y a des accouchements assistés, provoqués, avec des cuillères, etc., assistés, en général, il y a un décalage qui se fait entre le corps physique et la petite présence, la petite âme. Et ces décalages, c'est tous les problèmes ORL qu'on voit à la naissance, qui se corrigent en une séance au niveau énergéologique. Et lorsque la mort arrive, nous, en énergéologie, on voit l'être humain après la mort comme on le voyait avant. C'est-à-dire qu'il est toujours vivant pour nous. Il y a une partie de lui qui est toujours vivante, tous ces corps mentaux, présence. Pendant combien de temps? On le voit pendant quelques jours. On le voit pendant quelques jours et on arrive même, ça paraît complètement aberrant, mais de discuter avec encore. Wow. Et c'est les êtres qui passent de l'autre côté, soit ils sont paisibles, c'est très très rare, soit ils sont très agités par les peurs parce que ils ont des peurs ancestrales ou des peurs de ce monde qui ont été transférées de l'autre côté, alors qu'en réalité, il n'y a pas à avoir peur de la mort, de quoi que ce soit, puisqu'après, il y a autre chose qui reprend, il y a autre chose qui continue. Et nous, on est là en énergéologie pour apaiser ces âmes qui sont passées de l'autre côté, qui ont encore un petit bagage physique, matériel avec eux, qui petit à petit vont le délaisser pour n'être que conscience d'être. Donc vous faites les passages d'âme aussi? Bien sûr, oui. Après la mort, voilà. Que ce soit à distance d'ailleurs ou près de la personne. À distance, ça marche très bien. Et donc on suit cette personne pendant 4, 5 ou 8 jours jusqu'à ce qu'il soit libéré et qu'il retrouve un peu de tranquillité. Et au niveau du coma? Quelques mots, on fera d'autres vidéos. Mais... Au niveau du coma, où j'ai suivi des gens dans le coma, j'ai été appelé même par les hôpitaux pour voir les gens dans le coma parce qu'eux, ils n'avaient plus rien à faire. On arrive à rencontrer l'être dans le coma, la conscience de l'être dans le coma, mais des dizaines et des dizaines de couches dans la profondeur de l'être. Et que ce soit avec les autistes, que ce soit avec les comateux, que ce soit avec les enfants qu'on dit légumes, on arrive à faire cette connexion et ce dialogue pour leur demander si cette vie d'enfants légumes ou d'autistes, ça leur convient. Et il faut les laisser comme ça, ou s'ils veulent un coup de main pour les sortir de là et les ramener. Et en général, ils nous racontent que c'est volontairement qui sont dans cet état-là et qui sont venus dans cet état-là sûrement pour faire travailler leurs proches. Donc il y a un dialogue qui se passe. Il y a un dialogue à n'importe quand de la vie de l'être sur Terre, avant qu'il arrive ou après qu'il soit parti. Et vous, en tant qu'énergiologue aussi, vous avez un dialogue avec cet être. Donc au-delà de la vision, il y a aussi une communication. Oui. Il y a une communication intérieure, il y a une communication avec la conscience de l'être, la conscience d'âme si tu veux, mais on est tous conscients d'être, c'est-à-dire qu'on a tous une partie de la conscience universelle, de l'absolu, de Dieu à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un petit fragment, elle est cela, elle est le tout. Et elle est vivante. I am that I am, je suis ce je suis et pas ce que je suis. Je suis ce je suis. C'est toute la différence. Notre petit je suis est le même que le grand je suis universel. Le grand je suis de la conscience. On dit je suis. Finalement, le I am est plus profond que le I am that I am. Le I am peut être profond ou superficiel en fonction du degré de développement et d'évolution de la personne. Passionnant. Je sens qu'on a pas mal d'interviews possibles autour de ces sujets. C'est une interview extraordinaire qui demande plein d'autres chapitres. Je sais que tu as un train à prendre. On est ici au Salon Zen. Plein de belles choses. Ton livre qui est fantastique et passionnant, l'énergéologie. Notre bouquin qui est prévu sur l'architecture énergétique à Paris. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que tous les architectes construisent sans se poser la question de savoir si l'être humain derrière sera bien ou pas bien à l'intérieur du site. Ouais. Alors il se le pose très certainement, mais à différents niveaux de conscience. Il se le pose, mais il n'a pas la solution pour l'instant de le poser. Donc je vais mettre quelques règles, ou quelques données, ou quelques lois, ou quelques visions, parce que c'est une vision. Quelques monuments qui ont ça à Paris. Il y a des monuments à Paris qui sont très intéressants dans les deux sens. Il y en a qui ont été très très bien réalisés, comme la Tour Eiffel, qui est un endroit merveilleux où les gens vont.
Et puis il y en a d'autres qui le sont moins bien. Et l'autre, Le Louvre. le Louvre, ils sont pas bien dedans parce que au niveau architecture, c'est pas bien. Et puis la pyramide est inversée, donc on s'expliquera là-dessus. Et puis l'autre partie du livre, c'est tous les vortex de France, les plus connus, les plus importants. Et si tu veux, dans chaque vortex, qui sont installés depuis des millions d'années, alors par qui on en reparlera, mais tous les vortex sont intentionnalisés. Il y a des intentions. Et ces intentions, nous les êtres humains, et ce sont aussi des signaux ou des invitations, les êtres humains, on va de vortex en vortex pour, sans le savoir, glaner les intentions qui vont nous permettre de nous révéler à nous-mêmes. Bon, on fera une interview sur l'Égypte ancienne et tout, parce que je sais que tu le mentionnes énormément dans ce livre et c'est passionnant. Sur l'Égypte, j'ai fait beaucoup de découvertes et de compréhension. Et j'ai écrit à beaucoup d'archéologues. Ils ne m'ont jamais répondu. Passionnant tout ça, Mehdi Suko, créateur. J'ai trouvé ma pépite. C'est excellent. Merci beaucoup, Jean-Michel. Plein de belle journée. À bientôt. Et on vous embrasse très fort, des Suko créateurs. Gros bisous. À très vite. Au revoir.